Wesh l'équipe, c'est Camo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire le devlog de janvier sur Sandbox, donc du coup, me voilà. Pause. Avant que la vidéo commence, je tenais juste à m'excuser parce que, les gars, je suis tombé malade. Quand je vous dis malade, c'est que j'avais la tête qui tournait, je me sentais vraiment pas bien, je perdais l'équilibre et tout. Donc c'est normal que la vidéo ait perdu, enfin, on va dire que la vidéo ait pris plus de temps que prévu à sortir. J'ai pas prévu de tomber malade, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je tenais juste à m'excuser, vous inquiétez pas, les prochaines, normalement, vont sortir assez rapidement, normalement dans l'ensemble, en tout cas s'il n'y a pas d'imprévu. En tout cas, je tiens encore une fois à m'excuser, merci, et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Comme d'habitude, je vais essayer de vous faire un résumé, une traduction des choses les plus importantes. Je vais vraiment essayer de faire une vidéo plus courte cette fois, histoire que tout le monde puisse regarder la vidéo sans trop se faire chier. Donc on va tout simplement commencer avec l'onglet, enfin avec le titre Deathmatch. Donc pour ceux qui savent pas, Deathmatch, c'est un jeu créé par Facepunch sur Sandbox, etc. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Dans l'onglet Standalone, donc tout simplement les Standalone Games, c'était pour exporter nos jeux sur Steam. Si on crée un jeu sur Sandbox, on peut l'exporter sur Steam, on peut être payé, etc. Donc l'objectif, c'était tout simplement de permettre aux utilisateurs de créer des jeux avec Sandbox et de pouvoir les exporter en fait sur Steam. Comme le moteur, il appartient à Valve, bah, il fallait l'accord en fait tout simplement de Valve. Donc Valve a mis à jour le contrat de licence et ils sont en train de finaliser les vérifications. On espère avoir une signature de la part de Valve pour ce mois-ci. Donc à partir de ce mois-ci, normalement, vous pourrez commencer déjà à exporter des jeux sur Steam pour tout simplement qui va donner une liberté totale aux utilisateurs à condition c'est qu'ils n'engagent pas la responsabilité des développeurs en cas de problème. Ensuite, dans l'exporting improvements, on nous parle tout simplement que le mois dernier, il y a des améliorations qui ont été apportées en prévision des jeux en standalone, mais on va dire du côté légal. Donc on a le branding, donc tout simplement vous pourrez utiliser l'icône de Sandbox, on va dire par défaut, mais vous pourrez également utiliser une icône et une image de démarrage personnalisée. On a l'optimisation de la taille, donc c'est-à-dire on est passé de 2 Go à 500 MO en incluant en fait juste les fichiers nécessaires au jeu. Et il y a d'autres optimisations qui sont engagées par la suite. Ensuite, on a un onglet qui s'appelle monétisation. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Donc là, on a juste Gary qui nous dit qu'il est déçu de ne pas avoir permis aux créateurs de Garry's Mod de monétiser leur contenu et il aimerait pouvoir éviter cette erreur en fait avec Sandbox. Il s'inspire en fait de l'expérience de Rust. Donc pour ceux qui savent pas, Facepunch, ils ont créé Garry's Mod mais également Rust et il estime que la réussite du jeu passe par celle de sa communauté. L'équipe cherchait en fait une solution avec Valve pour gérer les paiements des créateurs, mais ça s'est avéré un peu trop restrictif. Donc du coup, ils sont en train d'envisager d'autres options pour les mettre en place avant d'effectuer en fait des premiers paiements. Il y a un premier modèle qui a été prévu, qui tout simplement c'est un système d'algorithme automatique où on va dire les créateurs de contenu seraient rémunérés en fait en fonction du nombre de joueurs sur leur jeu. Et on a Gary qui insiste en fait sur une approche on va dire plus équilibrée pour éviter que vous savez comme quand vous allez sur un serveur Dark RP, on vous pousse un peu à acheter un VIP, etc. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous êtes déjà au courant, le Steam Workshop, je vous ai fait une vidéo précédemment. Donc ça, pareil, je vais pas passer là-dessus, mais je pense que vous l'avez compris. Closing Docs. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo, je vous l'affiche à l'écran. Donc au niveau du networking, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc encore une fois, c'est grâce au développement de Deathmatch qu'ils ont pu améliorer en fait les serveurs dédiés. Donc dans les serveurs dédiés, on a l'affichage des performances, on a une connexion plus fiable et on a un système de permission. On a aussi eu des améliorations un peu plus techniques comme le réseau multi-threadé, des corrections de problèmes de désynchronisation et également un outil de test de perte de paquets, un peu comme sur Fortnite, vous savez, avec la barre qui vous indique combien de paquets loss vous avez eu, etc. Et à venir, ils veulent optimiser l'utilisation de la bande passante dans les prochains mois. Donc ça, c'est pareil, le map editor, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur Sandbox, j'en parle depuis le début, mais le map editor, c'est juste pour éviter à faire des maps sur Hammer et ensuite devoir les load avec une map instant, etc. Il indique que c'est un process de merde, on va pas se mentir. Donc là, encore une fois, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est juste qu'ils veulent, j'irai pas jusqu'à dire supprimer Hammer, enfin même si je pense que au fur et à mesure Hammer va être supprimé, mais c'est de gérer Hammer pour le pousser plus vers la scène système. Ici on a juste un game settings qui tout simplement nous indique qu'on peut choisir le nombre de rounds, le nombre de minutes sur leur mode de jeu. Donc ça c'est pas très intéressant, on va skip. Ici on a texture generators, donc il y avait un gros problème en fait avec les textures qui a été résolu. Auparavant il fallait convertir manuellement les images en VTX pour l'utiliser en fait comme une texture, donc c'était un peu on va dire fastidieux et ils ont tout simplement simplifié en fait ce processus là avec des nouvelles améliorations comme la conversion automatique, la modification en temps réel, la génération avancée de textures et la personnalisation totale. Donc là on a juste IES Light
Light Profiles, c'est juste tout simplement pour avoir des faisceaux lumineux plus réalistes. Donc là on a les décals qui sont tout simplement, au lieu d'être, on va dire, ajoutés sur les modèles, en fait au lieu que les decals soient superposés à la scène, ils les ont fait un peu, on va dire, fusionner avec les modèles. C'est pour avoir une intégration un peu plus parfaite, on va dire. Et cette amélioration vise évidemment pas mal d'usages variés, comme par exemple les graffitis, les tatouages, le sang, les impacts de balles et j'en passe. Donc ils nous indiquent qu'ils ont maintenant une compatibilité avec les surfaces transparentes qui apparemment avant ça marchait pas et maintenant ça marche. On nous dit aussi qu'ils ont amélioré les performances, donc maintenant on peut avoir pas mal de decals et ça va pas changer grand chose au niveau de vos performances. Et il y a une utilisation simplifiée, ok. Donc encore une fois, je vous laisserai la docu, mais il y a toujours des petits liens en bleu là qui vous permettent tout simplement d'avoir des documentations un peu plus poussées sur chaque titre, on va dire, qui peuvent et potentiellement vous intéresser. Donc là c'est le système de shaders en fait tout simplement, où ils ont réduit la taille des shaders pour qu'ils soient moins volumineux et avec une compilation plus rapide. Alors ça on va parler, enfin je vais éviter de parler du shader graph parce que je pense que ça c'est quelque chose, c'est pareil. Si vous voulez regarder des trucs un peu plus poussés etc, vraiment il va falloir que vous alliez directement sur la documentation, parce que je peux parler des visuels personnalisés pour les nœuds, les valeurs par défaut, les changements de domaine etc, mais je pense que c'est beaucoup mieux si quelqu'un est intéressé par le shader graph. Donc là on a également les shader graph subgraph. Donc tout simplement je vais juste dire une seule phrase, c'est qu'on n'a plus besoin de connaissances en C# ou en HLSL pour tout simplement commencer à les utiliser. Et pareil, encore une fois, je vous laisse la documentation, je pense que ça vaut mieux aller voir par vous-même. Au niveau de la VR, ils ont amélioré la technologie pour avoir un suivi de main plus poussé. Donc ils ont amélioré le hand tracking, ils ont également amélioré les performances pour que tout simplement ça saccade moins, que ce soit plus fluide en VR. Et ils ont également ajouté un système de menu à la VR. Donc là, c'est juste l'éditeur Undo System. Donc apparemment, le précédent système d'annulation de scène était particulièrement lent et apparemment il a été réparé. Maintenant, il y a un système plus rapide et plus fiable. Donc là, c'est juste Splines. On nous dit que le jeu d'outils Splines a été amélioré et donc du coup maintenant apparemment dans les mois à venir, les fonctionnalités de Spline, elles vont être migrées vers le moteur principal. Donc vous pourrez les utiliser dans votre jeu, dans votre moteur. Ici, on a le nav mesh qui apparemment change du C++ vers le C#. Donc apparemment ce changement est censé faciliter les fonctionnalités comme le nav mesh, le nav links et les nav area. On a le cloning improvements, donc le clonage des game objects, il est désormais maintenant jusqu'à 6 fois plus rapide et le clonage des prefabs est également jusqu'à 3 fois plus rapide. On a maintenant les line renderers qui prennent désormais en charge l'éclairage et le brouillard. Ici on a eu des improvements sur l'éditeur, donc avec un éditeur de gradient, avec des widgets audio dans l'inspecteur, des sélecteurs d'assets personnalisés également. Ici on a le compute skinning. Donc là, ils nous disent tout simplement que à la place d'utiliser les compute shaders pour effectuer le skinning, ils vont plutôt le faire dans le vertex shader, ce qui va représenter plusieurs avantages, comme par exemple le skinning qui sera qu'une seule fois par frame au lieu d'être recalculé à chaque passage de rendu. Il y a les vertices après le skinning qui sont maintenant dans le GPU buffer, ce qui va vous permettre de pouvoir les utiliser ou de les modifier par la suite. Mais également, ça permet de rajouter un flou de mouvement pour les objets avec le skinning qui va tout simplement pouvoir améliorer le réalisme des animation. Donc ça c'est pareil, ça c'est du code, je vais pas rentrer dedans, je pense que encore une fois si vous voulez check ça, je vous mets tout en description, n'hésitez pas à aller check par vous-même. Donc si je peux dire quelque chose pour ce titre, c'est que tout simplement au lieu d'avoir une utilisation sur le CPU, le GPU va pouvoir être sollicité entièrement sans avoir besoin de l'intervention en fait du CPU. Donc bien entendu c'est pour améliorer les performances. Donc là on a le shader memory layout, si je peux vraiment faire une phrase dessus, c'est juste pour rendre la gestion de la mémoire des shaders plus efficace, pour avoir des structures on va dire plus modernes et plus performantes également. Ici on a le Vulkan 1.2, donc ils ont mis à jour la version minimale de Vulkan qui maintenant est passé à 1.2. Donc ils nous mettent les exigences minimales des appareils pour pouvoir supporter le Vulkan 1.2. Donc c'est une Nvidia GTX 600 Series et supérieure. Et pour la AMD, c'est AMD RX 500 Series et supérieure. Donc tout ça pour dire que les cartes graphiques qui sont plus anciennes ne seront pas compatibles avec ces fonctionnalités. On va dire que c'est dans l'intérêt pour tous. C'est pour tout simplement avoir plus de performance, une gestion on va dire plus flexible des ressources graphiques. Ici on a les Animated Light Cookies. Donc c'est juste pour enrichir les effets visuels et ça va permettre aux textures des cookies de lumière de réagir en fait en temps réel à des animations, ce qui va encore une fois, ça va nous amener encore une fois sur plus de réalisme au final. C'est pour avoir plus de possibilités créatives d'environnement de jeu, pour avoir des rendus tout simplement plus réalistes. Et imaginons dans une boîte de nuit, ce serait génial. Donc si je peux dire quelque chose de ce titre là, Movie Maker, c'est que tout simplement ils sont en train de travailler sur un outil de timeline pour chorégraphier en fait tout simplement des cinématiques et à terme pouvoir exporter des vidéos un peu comme
je sais pas si vous connaissez, mais Source Filmmaker par exemple, c'est un peu dans cette idée-là. C'est pour avoir des scènes, pour faire des animations avec des personnages, etc. Donc une fois que les fonctionnalités de base seront terminées, ils pensent pouvoir l'intégrer directement dans l'engine. Pour ceux qui veulent tester d'ores et déjà ce qu'on peut faire avec, il y a déjà le projet TestBed qui est disponible et apparemment dedans vous pouvez directement tester l'outil de timeline. Donc ici on a Gary qui nous dit que l'équipe progresse bien, même si en fait il reste beaucoup de travail à faire et que les objectifs deviennent de plus en plus clairs en fait avec les mois qui passent. Et bien qu'il soit trop tôt pour évoquer une date de sortie, il dit que l'idée que cela devienne possible est désormais réaliste. Y'a que moi qui choisis qui va gratter mon buzz. Toi, tu ne gratteras pas mon buzz. Ces bouffons veulent tous mettre leur patte sur mon buzz. Si tu veux me